Dans cette vidéo, nous allons parler de quelques distributions remarquables, c'est-à-dire quelques lois remarquables. Commençons par la loi uniforme discrète. On considère un ensemble E avec n éléments, que l'on note E1 à En. Eh bien, la variable aléatoire x va suivre une loi uniforme discrète, signifie que sa loi, la mesure, ce sera la somme de mesures de Dirac en chacun des points, avec tous le même coefficient devant, qui est 1 sur n, de manière à s'assurer bien sûr que Px de E, ce soit bien égal à 1. Alors cette loi, on l'a déjà utilisée plusieurs fois, elle est utile pour modéliser les situations où il y a des résultats qui sont d'une part finis, et puis tous avec la même probabilité, donc équiprobables. Par exemple, quand on a modélisé le lancer du dé ou le lancer de la pièce, c'est bien ce qu'on a utilisé. On avait pris E égale pile face pour la pièce, E égale 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour le dé, et puis on avait utilisé la loi qui est indiquée ici. La loi de Bernoulli maintenant. Alors la loi de Bernoulli, on va considérer un ensemble E qui aura deux éléments, E1, E2. Et puis il y aura un paramètre P qui est essentiellement la probabilité que un événement se produise. Et ce qui va nous intéresser, c'est ce qui se passe lorsque on va faire l'expérience de Bernoulli. Alors, il y a deux issues possibles. Soit on a E1, soit on a E2. Ben, E1, on l'aura avec une probabilité P, et E2, on l'aura avec une probabilité 1 - P, forcément. Donc ça, c'est une loi qui est notamment utile pour modéliser des expériences aléatoires dont on a, par exemple, l'échec ou le succès. Bon. Par exemple, obtenir un 6 en lançant un dé, ça peut se modéliser parfaitement avec une loi de Bernoulli, avec un paramètre 1/6. Et la loi binomiale. Alors la loi binomiale, elle va avoir deux paramètres. Tout d'abord, le paramètre petit p, qui va d'ailleurs reprendre le fait de succès ou échec, typiquement, et n, qui va être le nombre de fois où on va répéter cette expérience. Eh bien, la loi BNP, donc x suit cette loi binomiale de paramètres n et p, signifie que Px, c'est la somme donc, de ces coefficients multipliés par le Dirac en K. Alors, voilà la fonction de masse et la fonction de répartition pour différents paramètres que nous pouvons avoir pour BNP. Bon, je vais en présenter quelques-uns, simplement pour se faire une idée de ce que l'on a. Alors, cette loi est utile pour modéliser le nombre de succès lors de la répétition de n expériences aléatoires identiques et indépendantes, dont la probabilité de succès est P. Par exemple, modéliser le nombre de fois où je vais obtenir 6 lorsque je lance 10 fois un dé. Là, j'utiliserai une loi binomiale avec un premier paramètre n qui est 10, le nombre de lancers, et puis un deuxième paramètre p qui est 1/6, la probabilité d'avoir un 6 lorsque je lance le dé. Alors, imaginons que je sois intéressé par connaître la probabilité de, lorsque je lance donc 10 fois le dé, d'obtenir 10 fois un 6 ou éventuellement 9 fois un 6. Voilà. Eh bien, je vais le calculer. Donc, Px est indiqué ici. Donc, si Px appliqué à un ensemble A, c'est simplement delta K qui va être appliqué à A. Donc, je vais remplacer tout de suite par n par 10 et P par 1/6. Voilà ce que j'obtiens. Et je vais appliquer donc Px pour l'ensemble A qui est simplement 9, 10, la paire 9, 10. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'ai la somme pour les différentes valeurs de K, donc K variant jusqu'à 10 de ces éléments-là, avec delta K de 9, 10. Alors d'abord, quand K égale 0, delta 0 de 9, 10, c'est 0, puisque on sait bien que 0 n'est pas dans la paire 9, 10. Après, je fais pour K égale 1, delta 1 de 9, 10, encore 0, et ainsi de suite, jusqu'à delta 8 de 9, 10, 0. Et puis delta 9 de 9, 10, là c'est 1. Donc effectivement, je vais avoir le terme lorsque K égale 1, lorsque K égale 9. Et puis K égale 10, pareil, j'aurai le terme, puisque delta K
delta 10 de 9, 10, ce sera encore 1. Donc j'aurai essentiellement deux termes. Voilà donc les deux termes que j'obtiens, puis je fais le calcul, et donc j'obtiens une probabilité qui est à peu près de 8, 10 moins 7, hein, donc c'est pas lourd. Bon, intuitivement, effectivement, obtenir 9 fois ou 10 fois un 6 quand on lance 10 fois un dé, c'est vrai que ça n'arrive pas si souvent que ça. Et donc on va l'écrire hein, de cette manière-là, vous voyez, P de x égale 9 ou x égale 10, avec la notation dont on avait parlé. On peut tout de suite donner l'espérance de la variable aléatoire, hein, c'est NP, et la variance de la variable aléatoire, c'est NP à moins P, et puis le coefficient d'asymétrie, vous remarquez que si P est plus grand que 1,5 ou P plus petit que 1,5, eh bien on aura dans un cas un décalage légèrement vers la gauche ou légèrement vers la droite. En revanche, lorsque P est égal à 1,5, ben là évidemment le coefficient d'asymétrie est nul. La loi de Poisson, la loi de Poisson, elle a un paramètre qui est lambda, et cette loi, la voici, hein, donc c'est la somme pour k variant de 0 jusqu'à n de lambda puissance k divisé par factoriel k exponentiellement lambda fois delta k. Bon, déjà, ce qui serait intéressant, c'est de vérifier que Px appliqué à l'ensemble des entités naturelles, ça fait bien 1. C'est la moindre des choses, hein, pour avoir une loi de probabilité. Jusqu'à présent, c'était évident. Là, ça mériterait quand même d'être vérifié. Bon, c'est pas un exercice très difficile sur les séries, hein, on est d'accord. Bon, alors, voilà la fonction de masse, voilà la fonction de répartition. Cette loi est assez utile pour modéliser le nombre de fois où un événement se produit dans un intervalle, alors ça peut être un intervalle de temps, un intervalle d'espace, lorsque l'on sait que le nombre moyen d'occurrences est habituellement de lambda dans cet intervalle. Alors, par exemple, pour modéliser le nombre de crues, hein, si on sait qu'il y a 3 crues par siècle, on peut être intéressé par connaître voilà, quelle est la probabilité qu'il y en ait 2 au cours du siècle, sachant qu'en moyenne, il y en a 3. Bon, comment on fait? On va appliquer, déjà on va remplacer lambda par 3, et puis on dit, je voudrais connaître la probabilité pour que l'événement singleton 2 se produise, hein, donc je remplace A par le singleton 2, donc comme tout à l'heure, hein, le delta K de 2, le seul cas où c'est non nul, c'est quand K égale 2, donc ça veut dire que ça fait ça. Donc quand on fait le calcul, ça fait à peu près 22% de chance que quand il y a 3 crues par siècle, on en ait 2 exactement. Voilà. Et d'ailleurs, on peut regarder sur le graphe avec la fonction de masse, on voit évidemment que ça correspond à ça. On reparlera d'ailleurs de la loi de Poisson un petit peu plus tard sur une des lois continues, densité, lorsque on parlera de l'intervalle entre les événements qui se produisent. L'espérance de la variable aléatoire x, forcément c'est lambda, hein, c'est la moindre des choses. La variance c'est également lambda. Et la symétrie c'est 1 sur racine de lambda. Vous remarquez qu'elles sont toutes légèrement décalées vers la gauche. La loi géométrique maintenant. Alors, la loi géométrique, c'est la loi qui est indiquée ici, un paramètre P. Et voici la loi. Là encore, ça mériterait qu'on vérifie rapidement que Px de n, hein, puisque c'est l'ensemble que l'on a considéré, c'est bien 1, ce qui est le cas bien sûr. Voici la fonction de masse, voici la fonction de répartition, et ça, c'est utile pour modéliser plein de choses, hein, mais en particulier le nombre de succès consécutifs avant un échec, lorsque l'on répète des expériences identiques indépendantes de probabilité de succès P. Par exemple, modéliser le nombre de fois où on obtient x6 au lancer de dés, avant d'obtenir autre chose, ça va être une loi géométrique de paramètre 1/6. L'espérance de la variable aléatoire, c'est P sur 1 moins P. La variance, c'est P sur 1 moins P carré. Et le coefficient d'asymétrie, c'est 1 plus P sur racine de P. La loi uniforme continue. Alors, vous voyez, maintenant, je prends E égale R ici. Hein. Je prends E égale R et deux paramètres, A et B. Eh bien, on dira que X suit une loi uniforme de paramètres A et B si la probabilité, si c'est la loi, hein, Px, c'est 1 sur b moins a fois la fonction indicatrice de AB. Dit autrement, la densité de cette loi, c'est 1 sur b moins a, 1 de AB. Alors, typiquement,
présentation de la densité, hein, donc, voilà, donc f de x, donc f de grand X, hein, de la loi appliquée en X, ben, c'est 1 sur b-a si X est dans AB, et puis 0 sinon. Hein. Puis évidemment, il ne faut pas oublier le 1 sur b-a, parce qu'on veut que Px de R ce soit égal à 1. La fonction de répartition, ben, c'est celle à laquelle on s'attend. Hein. Bon, on peut faire le calcul et on obtient ça. L'espérance, ben, forcément, c'est a plus b sur 2. La variance, c'est b-a sur 2 au carré sur 12. Et puis, ben, naturellement, la symétrie est nulle. La loi exponentielle maintenant, donc paramètre lambda, entre 0 strictement et plus l'infini. Et vous remarquez que l'ensemble, c'est R+. Eh bien, x suivra une loi exponentielle si la loi a une densité, la distribution a une densité qui est lambda exponentielle moins lambda x. Donc voici la densité, voici la fonction de répartition. La loi de Poisson est utile pour modéliser le nombre d'occurrences d'un événement, on vient de le dire il y a un instant. Eh bien, la loi exponentielle sera utile pour modéliser la durée entre ces occurrences. L'espérance, c'est 1 sur lambda, la variance 1 sur lambda carré, et la symétrie est égale à 2. La loi gamma maintenant. Alors la loi gamma, c'est une loi qui s'applique également sur R+, et qui, on dirait qu'une variable aléatoire suit la loi gamma, avec les paramètres p et lambda, si la densité, c'est cette fonction-là. Alors, cette fonction-là fait elle-même intervenir une fonction qui s'appelle la fonction gamma, c'est pour ça, c'est là qu'elle tire son nom, qui est la fonction gamma d'Euler, hein, qui est définie par cette intégrale. Alors, lorsque p égale 1, on retrouve une loi exponentielle, et juste pour attirer votre attention, parfois, au lieu d'avoir lambda, on a un autre paramètre qui est 1 sur lambda. Donc, il ne faut pas se tromper quand on parle de loi gamma, bien regarder quels sont les paramètres utilisés et surtout quelle est leur définition. L'espérance sera p sur lambda, la variance p sur lambda carré, la symétrie 2 sur racine de p, et voilà les densités et les fonctions de répartition. Alors, ce qui est intéressant avec une loi gamma, c'est qu'on peut avoir assez rapidement et assez facilement un grand nombre de formes. Hein. Donc ça, c'est notamment très commode quand on a un phénomène, on veut quelque part, on dit fitter, hein, on ne va pas dire ça, enfin bon, l'avantage c'est que ça se traduit bien en français, on veut fitter les courbes, on observe quelque chose et puis on dit, bon, on aimerait bien trouver une forme, hein, qui représente ça. Ben, typiquement, si vous regardez cet article donc, qui essaie de modéliser la période d'incubation pour le coronavirus, bon, ben, essentiellement on regarde, on regarde sur une population et on a obtenu cette courbe-là. Si on regarde donc, voilà les connaissances qu'on avait à l'époque, donc typiquement le temps d'incubation, donc combien de temps il faut avant de développer la maladie si on la développe, eh bien ça donne cette courbe-là. Ça, c'est une observation qui a été faite par les médecins. Bon, on va essayer de fitter, hein, de trouver une courbe qui correspond. Donc typiquement par rapport aux fonctions de répartition, bien, on va essayer d'en trouver une qui ressemble. Là, vous voyez, là, typiquement, la courbe en bleu ressemble à peu près. D'ailleurs, si vous regardez l'article, c'est ce qu'ils disent. Hein, ils disent, voilà, gamma avec les paramètres de forme 5,8 et à peu près 1. Voilà. Donc, ce qui correspond effectivement à peu près à la courbe en bleu. Alors, on aurait pu, et il propose d'ailleurs, de le fitter avec d'autres lois. Hein, c'est possible de le fitter avec une log normale, bon, on ne va pas en parler, mais c'est une loi qui existe, on va en parler là dans cette vidéo. Ou une loi de Weibull, par exemple. Loi de Weibull qui est la loi que j'ai utilisée, hein, tout à l'heure pour modéliser le temps de parcours entre la porte de Vincennes et la porte d'Auray. C'était une loi de Weibull qui était utilisée. Voilà. Et puis, dernière distribution remarquable, enfin en tout cas dont on va parler dans cette vidéo, la loi normale, gaussienne, qui a plein de particularités et qui est très très utile, on y reviendra. Elle a deux paramètres, m et sigma. M va représenter l'espérance et sigma l'écart type. Et donc typiquement, voilà la densité de cette loi, enfin de la variable aléatoire qui suit cette loi. Voilà quelques exemples de densité en fonction des paramètres. Bien sûr, l'espérance c'est m, la variance sigma carré, la symétrie 0, et la fonction de répartition. Voilà. Pour terminer, je voudrais attirer votre attention sur un point important, c'est qu'il ne faudrait pas croire que les lois sont soit discrètes, soit à densité.
Alors, c'est vrai que souvent, on présente une partie dans un paragraphe les discrètes et dans un autre paragraphe la densité, mais c'est juste une commodité, hein. Il n'est pas vrai que c'est l'un ou l'autre. Donc, par commodité, parfois on le présente comme ça. La modélisation conduit parfois à utiliser certaines lois qui sont des lois discrètes ou certaines lois qui sont des lois à densité, mais je voudrais insister sur le fait qu'il y en a plusieurs qui sont ni discrètes ni à densité, la loi de Cantor, ou même sans aller à Cantor, vous faites une combinaison linéaire d'une loi à densité et d'une loi discrète, vous aurez quelque chose qui n'est évidemment ni l'un ni l'autre. Donc surtout aucune démonstration qui, quand on doit faire une démonstration pour toute loi, on dit premier cas elle est discrète, deuxième cas elle est densité, ça c'est faux, hein. Donc ça très important, il ne faut surtout pas croire que les lois soient discrètes ou à densité.